Un homme, par un pur hasard, déterre un diamant rose de classe mondiale, une pierre dont la taille et la couleur sont si exceptionnelles qu'elle pourrait bouleverser le monde. Cet homme, Solomon, est un esclave, et son désir ardent est de garder ce diamant pour lui. Mais récemment, un de ses camarades, qui avait caché un minuscule diamant de la taille d'un grain de riz dans sa bouche, a été découvert et abattu sur le champ. Où cacher un diamant aussi imposant? À cet instant, le cœur de Solomon s'accélère. Soudain, une forte explosion retentit. La pompe à eau à proximité vient d'exploser, attirant l'attention de tous. Solomon saisit l'opportunité, s'accroupit légèrement et dissimule le diamant entre ses orteils. Prétextant un besoin urgent d'aller aux toilettes, il s'éclipse rapidement. Mais, contre toute attente, le commandant rebelle remarque son comportement suspect et lui barre la route. Heureusement, le diamant est bien caché sous la plante de son pied. Même après une fouille minutieuse, rien d'anormal n'est trouvé. Cependant, alors que Solomon atteint un endroit isolé pour mieux cacher le diamant, le canon froid d'un pistolet se pose contre sa tempe. Le commandant, loin d'avoir abandonné, l'a suivi en silence. Juste au moment où Solomon s'apprête à céder et à lui remettre le diamant, le destin lui sourit à nouveau. Les forces gouvernementales lancent une attaque surprise, et une bombe explose juste à côté d'eux. Le commandant rebelle est grièvement blessé sur place, tandis que Solomon profite de l'occasion pour s'enfuir. Il se rend ensuite près d'un arbre sec et enterre le diamant. Peu après, il est capturé par les forces gouvernementales. En arrivant à la prison, il se retrouve face à face avec le même commandant rebelle. Celui-ci n'est pas mort, seulement blessé à l'œil. En reconnaissant Solomon, il révèle à tous sa possession d'un diamant rose inestimable et promet une grosse récompense à celui qui le trouvera. Tous les regards se tournent alors vers Solomon, plein de convoitise. Pour se protéger, il nie avec véhémence, allant jusqu'à se déshabiller entièrement pour prouver son innocence. Si cette méthode peut calmer les petites frappes, elle ne trompe pas Danny. Danny est un blanc-né et élevé en Afrique, un contrebandier de diamants sans scrupules opérant sur le marché noir. Là où il y a des diamants, Danny n'est jamais loin. Mais ce métier est dangereux, une seule erreur peut coûter la vie. Grâce à son expérience, Danny a affûté ses compétences rusées. Il sait non seulement reconnaître et déjouer les vols, mais aussi écouler ses marchandises avec succès. Ce jour-là, Danny a encore une fois mis la main sur un lot de diamants. Pour les transporter dans un pays voisin et les vendre, il se déguise en reporter de magazine et engage des bergers locaux comme couverture. Les diamants sont cousus sous la peau d'un des moutons. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que lui, qui n'a jamais échoué, allait trébucher cette fois-ci. Sur le point d'être pris sur le fait, Danny n'a d'autre choix que d'évoquer le nom de son patron, le colonel Kudzi, le chef de la plus grande armée de mercenaires d'Afrique, connu dans toute la région. Mais l'opposition ne lui montre aucun respect et jette Danny directement en prison. Par chance, c'est là qu'il apprend que Solomon possède un rare diamant rose. Après avoir été libéré sous caution par son complice, Danny rapporte immédiatement la nouvelle et ordonne de faire sortir Solomon à tout prix. De retour à son hôtel, Danny utilise un poignard pour extraire une de ses dents, où était caché un diamant. De toute évidence, il ne le sort qu'en dernier recours. Pendant qu'il va échanger de l'argent, un homme s'introduit dans sa chambre. Au même moment, ses complices ont libéré Solomon de prison et lui ont donné un peu d'argent pour éviter qu'il ne soit de nouveau arrêté pour vagabondage. Solomon, complètement désorienté, ne s'attarde pas sur ces détails, car il est obnubilé par une seule chose, retrouver sa famille. Avant tout cela, Solomon était un simple pêcheur, élevant 3 enfants avec sa femme bien-aimée. Son fils, Dia, était particulièrement sage, compréhensif et avide d'apprendre. Chaque jour, il se levait à l'heure pour parcourir 5 kilomètres de route montagneuse jusqu'à l'école. Mais ce jour-là, alors que Solomon allait chercher son fils à l'école, ils tombèrent sur un groupe de rebelles armés. Ces hommes étaient cruels, assoiffés de sang et inhumains. Dès leur arrivée dans le village, ils ont ouvert le feu sans distinction sur les civils, y compris de nombreux enfants, sans même scier. Dans le chaos, Solomon réussit à faire fuir sa femme et ses enfants, mais lui-même fut capturé sur place. Initialement, il devait avoir un bras coupé, mais les ennemis, voyant sa robustesse, trouvèrent cela du gâchis. Ils l'attachèrent et l'envoyèrent travailler dur dans les mines de diamants, ce qui nous ramène au début de l'histoire. Ailleurs, après avoir échangé son argent, Danny se rend dans un bar, non pas pour faire la fête, mais pour commander un pistolet au patron. C'est là que la beauté de Maddie attire son attention. Au départ, Danny ne cherchait qu'une aventure d'un soir, mais en discutant, il découvre qu'elle est reporter et devine immédiatement qu'il est un contrebandier de diamants. Danny déteste s'impliquer avec la presse, mais Maddie s'accroche à lui, exigeant qu'il fournisse des informations pour exposer le commerce des diamants de sang et le plus grand contrebandier derrière tout cela. Cependant, malgré son attirance pour les belles femmes, Danny refuse de révéler quoi que ce soit à une reporter inconnue. De retour à l'hôtel, voyant sa chambre saccagée, il comprend que son complice a secrètement informé le colonel Kudzi de l'existence du diamant rose. L'homme qui a fouillé sa chambre, n'ayant rien trouvé, se montre alors. Les deux, bien que du même camp, discutent normalement en surface, mais nourrissent des pensées bien différentes. Danny décide de confronter le colonel et pour évacuer sa frustration, frappe l'homme au visage. Peu après, Danny est invité à prendre le thé dans le manoir du colonel.
En tant que plus grand chef de mercenaires d'Afrique, ce dernier commerce des diamants tout en aidant le gouvernement à réprimer les rebelles. On peut dire qu'il s'enrichit grâce à la guerre. Comment un homme qui ne se soucie que de l'argent et méprise tout le monde pourrait-il laisser passer un diamant rose aussi rare? Il donne donc un ordre ferme. Danny doit récupérer ce diamant pour lui. S'il réussit, toutes ses dettes passées seront effacées. Mais le colonel, conscient des ambitions de Danny et de son désir de quitter l'Afrique, exprime clairement que Danny ne pourra jamais quitter l'Afrique. Danny, qui suit le colonel depuis son enfance, connaît ses méthodes brutales et n'a d'autre choix que de ravaler son orgueil et de se concentrer sur Solomon. Mais Solomon, lui, ne fait confiance à personne et n'y avoir vu un diamant rose. À court d'options, Danny doit jouer la carte de la patience. Le soir, il retourne au bar. Le patron lui remet le pistolet commandé et lui glisse une information. Les rebelles attaqueront la ville demain. Il lui conseille gentiment de partir tôt pour sauver sa peau. C'est alors que Danny recroise Maddy. Après leur dernière dispute, ils se retrouvent cette fois comme des amants séparés, s'accrochant l'un à l'autre. Mais leurs intentions divergent. L'un cherche une conquête physique, l'autre veut des informations sur la contrebande. Même dans une ambiance ambiguë, aucun ne cède à l'autre. Perdant patience, Maddy passe à l'attaque directe, accusant Danny de ne se soucier que de l'argent au mépris des vies humaines. Danny, agacé, lui fait comprendre sa vision critique du commerce des diamants et du rôle des consommatrices américaines dans ce système. Maddy riposte en défendant la diversité des aspirations tant américaines qu'africaines. Ils se séparent une fois de plus en mauvais termes. Le lendemain, les rebelles envahissent effectivement la ville, plongeant l'endroit dans un chaos guerrier. Danny en profite pour trouver Solomon et tente de le convaincre de coopérer. À ce stade, le diamant rose est un fardeau mortel, et Solomon n'a aucune chance de le vendre. Mais Solomon reste obnubilé par la recherche de sa famille. Voyant cela, Danny lui explique qu'il a besoin de son aide pour changer son destin et retrouver sa famille. Alors que leur dispute s'intensifie, les rebelles lancent une attaque massive. Dans la fuite chaotique, Danny continue de persuader Solomon, qui, tremblant, finit par accepter de coopérer. Les forces gouvernementales affrontent alors les rebelles, sans aucun égard pour les civils. Heureusement, Danny, mercenaire aguerri, guide Solomon à travers une pluie de balles jusqu'à une ruine relativement sûre. La nuit, sous le couvert de l'obscurité, ils atteignent la seule sortie de la ville, gardée par 3 soldats rebelles. Pour s'échapper, ils prennent un risque. Danny demande à Solomon de se faire passer pour un rebelle pendant qu'il joue le rôle d'un prisonnier. Profitant d'un moment d'inattention des gardes, Danny sort son arme, abat les gardes, avec un fusil de sniper rebelle, élimine un fuyard au loin. Cette scène révèle à Solomon la brutalité de Danny. Ensuite, les deux se mêlent à un groupe de réfugiés et arrivent dans un camp géré par le gouvernement. Là, Danny rencontre un reporter masculin qui le met en contact avec Maddy. Dès leur rencontre, Danny propose un échange. Il fournira des informations contre l'aide de Maddy pour retrouver la famille de Solomon via les bases de données de l'ONU. Danny sait que pour obtenir le diamant, il doit d'abord gagner la confiance de Solomon, et la seule façon d'y parvenir est de l'aider à retrouver sa famille. Bien que Maddy comprenne qu'elle est utilisée et que Solomon est lié au diamant, elle accepte, en tant que reporter intègre, de mettre de côté ses soupçons pour sauver des vies. Rapidement, Maddy localise la famille de Solomon dans un camp de réfugiés en Guinée voisine. Mais à leur arrivée en hélicoptère, ils découvrent que le camp abrite plus d'1 million de réfugiés, rendant la recherche difficile. Par chance, Solomon repère rapidement sa femme et sa fille. Cependant, son fils, Dia, a été enlevé par les rebelles, ce qui le dévastera. Ayant vu de ses propres yeux la cruauté des enfants soldats, Solomon sait que les rebelles transformeront Dia en machine à tuer. Et ses craintes se confirment. Dia, sous l'égide du commandant Borgne, est devenu un tueur sans émotion, toujours en première ligne pour massacrer des villageois. Pour aggraver les choses, le gouvernement, craignant que les réfugiés ne rejoignent les rebelles, annonce que la femme et les enfants de Solomon ne seront libérés qu'après la fin de la guerre. Dévasté, Solomon, comme une âme en peine, répète mécaniquement le nom de son fils. De son côté, Danny ne pense qu'au diamant. Après l'avoir appris où Solomon l'a enterré, il concentre toute son énergie sur la manière de le récupérer. Mais le terrain est complexe, contrôlé par plusieurs factions. La seule chance est d'infiltrer l'équipe de Maddy. Cependant, Maddy est troublée. Diplômée d'une grande école, intelligente et vive, elle aurait pu vivre une vie de luxe à New York. Mais portée par un fort complexe de sauveur, elle veut éradiquer l'injustice dans le monde. Pourtant, malgré ses articles émouvants et ses photos réalistes, elle ne parvient qu'à arracher quelques larmes au lecteur, sans changer fondamentalement la souffrance en Afrique. Déterminée à ne plus continuer ainsi, elle veut des preuves concrètes pour faire tomber les responsables du commerce des diamants de sang. Peut-être touchée par les actions de Maddy, ou simplement motivée par son désir d'obtenir le diamant, Danny lui révèle toute la vérité sur la chaîne d'approvisionnement des diamants de sang. Il explique qu'il transporte les diamants vers les pays voisins, où des acheteurs locaux les passent à des intermédiaires. Ces derniers soudoient les douanes pour certifier que les diamants proviennent de mines locales, leur permettant d'être exportés légalement. Derrière cette chaîne se trouve Van de Kaap, qui accumule des diamants pour contrôler l'offre et maintenir des prix élevés tout en alimentant la guerre pour empêcher les diamants rebelles d'inonder le marché. Danny promet de fournir des preuves directes,
mais seulement après avoir obtenu le diamant rose, car sinon, il risquerait une mort certaine. Ainsi, il conclut un accord de coopération. Danny et Solomon se font passer pour des membres de l'équipe de Maddie. Mais en chemin vers leur destination, leur convoi est attaqué par des rebelles. Dans la crise, Solomon, au grand cœur, sauve un enfant. Mais le bus étant plein, ils doivent monter dans un petit camion. Par un coup du sort, ce malheur se transforme en chance. Tous les passagers du bus sont massacrés par les rebelles, tandis qu'eux s'échappent dans la jungle. À peine sortis du danger, ils tombent sur des guerriers locaux. Heureusement, ces derniers n'ont pas l'habitude de tuer sans raison. Après quelques gestes et les photos de Maddie, ils baissent leur garde et conduisent les trois vers un manoir caché pour se réfugier. Comparé à l'Afrique déchirée par la guerre, cet endroit est un véritable paradis. Les enfants, anciens soldats enlevés, ont retrouvé leur innocence grâce à un enseignement attentionné. Tout cela est l'œuvre du propriétaire du manoir, qui croit que même les pires criminels peuvent, par un geste de bonté, rendre la vie plus significative. Danny, en écoutant ces mots, réfléchit. Le soir, bercé par les chants des enfants et sous l'effet du vin de palme, il s'ouvre pour la première fois à Maddie. Il révèle qu'il est un blanc né en Afrique. À 9 ans, sa mère fut tuée et son père décapité. La guerre lui a tout pris. À 19 ans, il a rejoint le colonel pour devenir mercenaire, combattant les Noirs. Mais il a fini par comprendre que tout cela n'était ni pour la paix ni pour effacer la haine raciale, mais seulement pour l'argent. Il a alors décidé de travailler seul, devenant un contrebandier égoïste. Maintenant, il aspire à une vie paisible, et ce diamant rose est son ticket de sortie. Voyant la douleur sur le visage de Danny, Maddie lui prend la main. À ce moment, leurs cœurs se rapprochent. Le lendemain, le propriétaire du manoir les guide vers leur destination. Mais sur la route, il rencontre une armée d'enfants rebelles. Avec sa bonté, le propriétaire pense pouvoir les raisonner, mais les enfants, endurcis et insensibles, répondent par des coups de feu. Danny sort son arme pour les menacer, profitant de leur peur pour fuir. Le camp du colonel étant proche, Danny, pour sauver le propriétaire gravement blessé, se dirige vers le camp. Bonne nouvelle, le propriétaire a une chance de survivre et Maddie peut se retirer avec les réfugiés. Mauvaise nouvelle, le colonel prépare une expédition à Kono, leur destination, et ordonne à Danny de l'accompagner pour trouver le diamant. Danny sait que s'il suit l'armée, il n'obtiendra rien. Après avoir quitté la tente, il demande à Maddie de détourner l'attention des gardes près de l'armurerie pour qu'il puisse voler des armes et emmener Solomon lui-même. Comprenant le danger, Maddie accepte en larmes. Danny lui remet les preuves promises afin qu'elle puisse révéler la vérité, même s'il ne revient pas. Avec l'aide de Maddie, Danny obtient les armes et les deux se séparent. Après tant d'épreuves et de confidences sincères, ils ont développé des sentiments l'un pour l'autre, mais cette séparation pourrait être définitive. Avant de partir, Maddie lui donne ses numéros de contact et prend une photo en souvenir, brisant ses propres règles pour prendre l'initiative. Sur le chemin, Danny et Solomon discutent des détails du diamant. En apprenant qu'il fait au moins 100 carats, les pas lourds de Solomon s'allègent, comme si la liberté était à portée de main. Mais cette nuit-là, un incident survient. En voyant passer un véhicule rebelle, Solomon aperçoit son fils, Dia. Trop anxieux, il fait du bruit, et il manque d'être tué par les rebelles. Furieux, Danny menace Solomon avec un couteau, mais pour Solomon, le diamant n'a pas la valeur de son fils. Malgré les menaces, il persiste à vouloir le retrouver. Une violente bagarre éclate, mais Solomon reste inflexible et Danny cède à contre-cœur. Le soir, ils se rendent au camp rebelle, mais ne trouvent aucune trace de Dia. Ils poursuivent leur chemin. Si auparavant ils parlaient de diamants, ils commencent à partager leur vie, s'ouvrant sincèrement l'un à l'autre. Danny promet même de sauver Dia. Après un jour et une nuit de marche, ils atteignent la mine où le diamant est enterré, mais l'endroit est lourdement gardé. Sans autre option, Danny prend un risque. Il envoie les coordonnées précises au colonel, lui demandant d'utiliser une puissance de feu massive pour dégager un chemin. C'est une manœuvre dangereuse, mais il n'a pas d'autre choix. Il espère profiter du chaos pour récupérer le diamant et s'échapper. Solomon, cependant, sent que quelque chose cloche. Il est certain que son fils est dans la zone et un bombardement pourrait le tuer. Ce soir-là, pendant que Danny dort, Solomon s'infiltre dans le camp ennemi et trouve son fils. Dia, ne le reconnaissant pas, le traite de traître et le capture. Danny, constatant l'absence de Solomon, le suit, mais doit attendre une opportunité. Le lendemain matin, le commandant rebelle borgne réapparaît. Ravi de voir Solomon, il le menace d'une hache pour qu'il remette le diamant. Comme Danny, il convoite ce diamant pour fuir cet enfer. Alors que Solomon est sur le point de céder, et que Danny, caché, panique à l'idée de perdre le diamant, l'hélicoptère du colonel arrive. Sous une pluie de balles et de bombes, les rebelles s'effondrent. Danny, lucide, sait qu'il doit protéger Dia pour obtenir le diamant. Au péril de sa vie, il sauve le garçon. De son côté, Solomon profite du chaos pour asséner un coup fatal au commandant avec une barre de fer. Avec l'avantage écrasant du colonel, les rebelles sont vite éliminés. Tous les regards se tournent à nouveau vers Solomon, qui sait que la localisation du diamant est sa seule carte pour survivre. Il reste muet.
Le colonel propose alors à Danny un partage 60-40 s'il fait parler Solomon. Sinon, ils mourront tous les deux. Danny sort Dia de sa cachette, forçant Solomon à céder. Il se dirige vers l'endroit où le diamant est enterré, mais la zone a été ravagée par les rebelles. Solomon creuse désespérément. Les deux savent que dès que le diamant sera trouvé, leurs vies seront en danger. Danny demande une cigarette à un soldat, qui refuse. Solomon, faisant davantage confiance à Danny, décide de risquer le tout pour le tout. Il prétend avoir trouvé le diamant. Danny profite du moment pour abattre le soldat, et Solomon attaque le colonel. Danny s'enfuit dans la forêt, puis revient achever le colonel. Peu après, Solomon déterre réellement le diamant. Mais dans la bataille, Danny a été touché à l'abdomen. Dia, armé, leur barre la route. Solomon, usant de tout son amour, ramène son fils à la raison. Alors qu'ils célèbrent leur retrouvaille, ils sont attaqués et fuient précipitamment. En chemin, Danny exige le diamant et contacte son complice pour envoyer un avion au sommet d'une montagne, à 10 km de là. Entendant Danny halter, Solomon lui conseille de se reposer, mais avec les ennemis à leur trousse, ils doivent continuer. À mi-chemin, Danny s'effondre, épuisé. Solomon le porte, mais Danny, à bout de force, sait qu'il va mourir. Il sort le diamant rose, fruit de toute une vie, mais qu'il ne pourra jamais dépenser. Malgré son regret, il le remet à Solomon, ainsi que la carte de visite de Maddie, lui conseillant de l'appeler à la capitale. Il lui donne aussi un pistolet, l'avertissant de ne pas faire confiance à son complice. Alors que les ennemis approchent, Danny, pour couvrir leur fuite, se bat seul. Une fois Solomon et Dia hors de danger, il s'arrête, soulagé. Il appelle Maddie par téléphone satellite, lui demandant de récupérer Solomon et son fils à tout prix. Au début, Maddie est ravie de l'entendre, mais en percevant son souffle lourd, elle comprend. Son cœur se serre. L'hélicoptère du complice passe au-dessus de Danny. Sans regret, il exprime sa beauté pour le paysage et son regret que Maddie ne soit pas là. Heureusement, il lui a donné la vérité, qu'elle pourra révéler dans ses articles. Comprenant ses adieux, Maddie, en larmes, exprime son désir d'être avec lui. Mais Danny répond qu'il est exactement là où il doit être. Après avoir accroché, il prend une poignée de terre imbibée de sang, comme pour confirmer les mots du colonel. C'est son destin. Malgré ses efforts pour fuir, il est né et mourra ici. Dans un coucher de soleil éclatant, Danny ferme les yeux, devenant la lueur la plus brillante de cette terre sombre. Peu après, avec l'aide de Maddie, Solomon apporte le diamant rose à Londres. Sous ses arrangements minutieux, il conclut un accord avec les dirigeants d'un monopole diamantaire, à condition qu'il retrouve sa famille. Ainsi, Solomon retrouve enfin les siens, et la transaction est entièrement enregistrée par Maddie. Grâce aux preuves en sa possession, elle expose les sombres secrets du commerce des diamants de sang. Solomon, en tant que témoin, raconte au monde entier les histoires sanglantes d'Afrique. En mai 2003, 40 pays signent le processus de Kimberley. Tout diamant légalement extrait doit être emballé dans un conteneur inviolable et accompagné d'un certificat pour être exporté. Sinon, les diamants d'origine inconnue sont interdits. Les diamants ne sont que des pierres transparentes ordinaires. Mais à cause de la cupidité humaine et de la quête de possession matérielle, ils sont devenus des symboles de pureté, de noblesse, de richesse et de pouvoir. Pour obtenir plus de profit, le mal dans la nature humaine se révèle, entraînant exploitation et effusion de sang. Bien que des accords internationaux puissent ralentir, voire mettre fin au commerce illégal de diamants, ils ne peuvent réduire la cupidité humaine. Conseiller de ne plus acheter un produit entaché de péché ne la réduit pas non plus, car le serpent venimeux de l'ambition sommeille toujours dans le cœur humain. L'insatisfaction non comblée par les diamants se manifestera par d'autres moyens, qu'il s'agisse de produits de luxe ou de comportements immoraux. Ainsi, il ne s'agit pas de boycotter un objet matériel, qui n'a ni bien ni mal, mais de reconnaître clairement notre relation avec le monde, de réconcilier nos désirs, notre hypocrisie et notre conscience. Car ce qui est sanglant, ce n'est jamais le diamant, mais la cupidité humaine et ses désirs sans fin. L'histoire s'arrête ici. Merci d'avoir regardé. Qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez un commentaire ci-dessous.